Bonjour Gauthier Keane. Bonjour. Donc vous êtes correspondant de l'association française transhumaniste, vous êtes le correspondant strasbourgeois. C'est ça. Et ensemble, on va discuter du transhumanisme. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but? Quelles sont les promesses du transhumanisme? Quels sont les moyens envisagés pour parvenir à réaliser ces promesses? Quels sont les problèmes éthiques que le transhumanisme pose? Mais avant d'aborder toutes ces questions-là d'ordre général, j'aimerais vous poser deux questions plus personnelles. D'une part, comment est-ce que vous êtes devenu transhumaniste? Et puis deuxièmement, est-ce que vous êtes vous-même un homme augmenté? Dans les commentaires sur YouTube, quand j'ai annoncé que j'allais faire une émission avec vous, une personne me demandait quel type de Terminator vous étiez. Est-ce que vous êtes un Terminator, un T800 ou un T1000? Alors, malheureusement, pour l'instant, je suis encore un simple sapiens. Il y a plusieurs choses que je souhaiterais faire, et on pourra en parler. Il y a des barrières éthiques qui m'empêchent de faire certaines choses. Notamment, j'aimerais connaître mon génome, pouvoir le lire sur une source électronique, pouvoir en avoir l'intégralité et pouvoir le décoder moi-même si je le souhaite. On pourra en discuter, mais c'est très intéressant. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, et c'est aujourd'hui très très facile à faire et assez limité en Europe. Il y a bien d'autres choses que j'aimerais faire, on pourra en discuter. J'aimerais par exemple me greffer quelque chose au niveau du torse pour connaître mon or de façon constante. Votre? Mon or. En fait, c'est quelque chose qu'on va se greffer à peu près au niveau du torse, Ouais. et qui nous permet, qui vibre à chaque fois qu'on est au nord. Ah, Donc au nord. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été fait notamment par Cyrus North, Ouais. qui a fait l'expérience pendant, je crois, plusieurs années, où il a gardé donc Cyrus North, c'est un philosophe, en tout cas c'est un vulgarisateur de philosophie sur YouTube, qui a fait cette expérience, et c'est quelque chose que effectivement j'aimerais bien essayer aussi. Mais immanquablement, on a envie de se demander pourquoi faire. À Oui. quoi ça sert de... En fait, on pourrait aussi avoir une boussole. Pourquoi se le greffer sur soi? Voilà, absolument. C'est la réponse qui arrive tout de suite. La différence entre une boussole et un sens, puisque c'est un sens qu'on va se greffer, parce que le sens, on l'a, qu'on le veuille ou non. Quand on est dans le métro, quand on est dans la rue, qu'on veuille ou non connaître son or, on va le connaître. Les oreilles, elles ne se coupent pas quand on le souhaite. Oui, bien sûr. Et après, c'est quoi le but alors? Alors, les personnes qui ont vraiment gardé ce dispositif pendant très longtemps, elles estiment avoir la sensation, elles connaissent leur position tout le temps. C'est-à-dire que si elles sont chez des amis, elles savent où est leur maison de façon spatiale. Elles savent que leur maison, elle doit être par là. Parce que peu à peu, leur environnement est totalement intégré dans cette spatialisation, en fait. Et c'est vraiment un nouveau sens qu'on acquiert et qu'on apprend à connaître. Mais est-ce que ça ajoute quelque chose par rapport à quelqu'un qui a une très bonne capacité à se spatialiser Oui. J'ai l'impression à peu près de m'en sortir pas trop mal personnellement, de savoir à peu près où est le nord. Du coup, quel avantage aurait quelqu'un qui se spatialiserait relativement bien? Par exemple, Cyrus North a fait l'expérience d'aller dans une ville vraiment très, très, comment on dit, fourmillante. Je crois que c'était à Katmandou, quelque chose comme ça. Et il avait vu qu'effectivement, pour se retrouver à peu près où il était, pour spatialiser l'endroit où il était, cette boussole intégrée à son corps, ce nouveau sens, était effectivement utile. Et plus longtemps il le gardait, plus longtemps il en avait l'utilité. Après, bien sûr, cette capacité de connaître le nord est très utile pour certains animaux. Et pour nous, effectivement, pour Homo sapiens, c'est un coût en énergie qui ne lui apporte pas grand-chose. Et c'est logiquement la raison pour laquelle on n'a pas ce ressenti-là. D'accord. Donc, vous n'êtes pas encore un homme augmenté? Voilà, exactement. Donc, pour terminer, et l'autre question, c'était pourquoi je suis transhumaniste. J'ai toujours été passionné par comprendre l'univers, le réel. C'est quelque chose qui m'est resté à cœur bien avant d'être convaincu par le transhumanisme.
Et en fait, je me suis déjà intéressé aux raisons d'être contre le transhumanisme, avant de me dire, non mais en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être transhumaniste, de mon point de vue. C'est-à-dire que si on imagine le monde dans 200 ans, moi, si on garde l'idée de la philosophie des Lumières, où se dire, non, le progrès, il peut continuer, on peut imaginer un âge d'or futur. Cette idée-là, je souhaite que l'humanité la garde et qu'on avance en connaissance et en technologie dans le futur. Et c'est à partir de ce souhait-là que je ne vois pas pourquoi la machinerie humaine, ce que je suis, c'est-à-dire que j'estime être un tas d'atomes organisés de façon à permettre des fonctions comme soulever une pierre ou parler ou avoir l'expérience de conscience. Je n'ai pas de raison de penser que cette machinerie-là ne puisse pas être augmentée. Est-ce que c'est seulement... on va y revenir tout à l'heure sur la question de pourquoi être transhumaniste. Mais d'abord, il faudrait peut-être définir ce qu'est le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vraiment l'idée que l'être humain, il est perfectible. L'être humain, c'est juste le résultat de l'évolution. L'état d'Homo sapiens que je suis, c'est pas un état qui est bénéfique spécifiquement à l'humanité ou à ma personne. C'est vraiment juste le résultat, ce qu'a choisi la nature, comme on dit, ce que la nature a estimé bon. Donc ça maximise les chances que mes gènes se reproduisent, survivent aux générations futures. Mais ça maximise pas du tout les chances de l'humanité de survivre, ni ma volonté propre. C'est-à-dire que, pour terminer, si je meurs de vieillesse, ça avantage, ça me permet de laisser ma place à mes enfants, mais ça ne m'avantage pas à moi. C'est-à-dire que du point de vue de l'évolution, je suis un sommage de table. Je suis un passeur, un véhicule pour mes gènes. Donc, c'est cette réalité-là qui me permet d'être là aujourd'hui et d'avoir une fonction de conscience qui me permet de vous parler. Mais j'estime que c'est pas une loi morale. C'est vraiment quand le transhumanisme estime que la nature n'est pas une loi morale. Et donc, on n'a pas de raison d'estimer qu'on ne peut pas modifier la machinerie humaine qu'on est. D'accord. En fait, c'est une idée évolutionniste, on va dire ça comme ça. Il y a une évolution des espèces. L'homme est lui-même le résultat d'un processus évolutionniste. Et le but, c'est qu'au lieu de laisser cette évolution aux aléas naturels, cette fois-ci, l'évolution soit maîtrisée par l'homme, par ses propres projets, par ses propres intentions. Et quels moyens on utilise pour continuer l'évolution humaine ? Alors, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'évolution humaine, d'ailleurs ? Si ça évolue, ça va peut-être changer d'espèce. Aujourd'hui, ce qu'on est en tant qu'Homo sapiens, c'est juste donc, le résultat. Et en fait, ce que les transhumanistes souhaitent, c'est juste dire, voilà, cette réalité qui est amorale et qui fait beaucoup de souffrance, on peut la modifier. Si je prends un exemple concret qui est très simple, les dents de sagesse aujourd'hui, c'est quelque chose de globalement très inutile, parce que notre cerveau, notre tête a vraiment été modifiée récemment, entre guillemets, du point de vue de l'évolution. Et les dents de sagesse sont un problème. Si on pouvait désactiver, et ça pose des problèmes éthiques qu'on verra plus tard, mais si on peut désactiver ces dents de sagesse, leur apparition, il faut se demander si c'est pas bien de le faire, effectivement. Et parmi les mots, oui. vous disiez, donc en fait, il y a deux axes. Il y a un axe qui consiste à enlever les défauts humains, on va dire ça comme ça, que la nature a fait advenir. Donc il faudrait enlever les défauts humains, et puis d'autre part, il faudrait améliorer ce qui est déjà bien chez l'homme. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut chez l'homme ? Qu'est-ce que vous identifiez comme défaut ? Et qu'est-ce que vous voyez qu'il faudrait améliorer, les domaines dans lesquels l'homme devrait être amélioré ? Alors, j'ai raté la question d'avant parce que c'était par rapport aux différents axes du transhumanisme.
Parce que là, si je vous parle, par exemple, d'enlever les dents de sagesse, c'est de l'eugénisme, si on veut modifier le génome humain. Et donc, il y a plein d'autres choses possibles. Et donc, pour revenir sur ce que vous disiez juste à l'instant, du point de vue transhumaniste, il n'y a pas vraiment de niveau normal d'un Homo sapiens. Typiquement, 10 sur 10 aux deux yeux, c'est un choix qui a été fait pour dire, voilà, ça c'est le niveau normal. Mais celui qui a 12 sur 10, il est mieux que les autres, mais il n'est pas pour autant transhumain. On pourrait très bien dire que voilà, cette personne-là qui vous voit mieux que les autres, eh bien, on pourrait dire que c'est la nouvelle normalité et amener toutes les personnes vers cette normalité. Aujourd'hui, les lunettes aident à aller vers ce mieux, mais il n'y a pas, du point de vue transhumaniste, il n'y a pas on ne peut pas se dire, ben voilà, l'être humain normal, c'est ça, c'est par exemple sans de QI. On pourra en reparler du QI parce que c'est pas parfaitement l'intelligence, mais pour simplifier, on pourrait dire c'est sans de QI, mais en réalité, c'est un point de vue qui est très, très subjectif, et c'est normal. Après, il y a peut-être des caractéristiques qui sont nécessaires, façon de parler, à l'humanité, et des caractéristiques qui sont contingentes. Des caractéristiques qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut avoir pour être qualifié d'humain, et puis des caractéristiques qui sont contingentes, c'est-à-dire qu'on peut les avoir ou ne pas les avoir, ou les avoir à différents degrés, on est quand même humain. Typiquement, par exemple, l'intelligence, quelqu'un qui aurait 100 de QI, quelqu'un qui aurait 120 ou quelqu'un qui aurait 80 sont tous les trois pleinement humains. C'est juste que le degré d'intelligence, il est contingent dans l'humanité. Il faut posséder quand même une intelligence, mais son degré, c'est une question contingente. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer comme caractéristiques nécessaires, mais en tout cas, parmi les caractéristiques nécessaires, on pourrait dire que s'il y avait une incapacité à se reproduire avec d'autres membres de la famille humaine, façon de parler, dans ce cas, on ne ferait plus partie de l'espèce humaine. Est-ce que, en tant que transhumaniste, vous considérez que on doit juste améliorer l'espèce humaine, c'est-à-dire avoir les meilleures caractéristiques des meilleurs êtres humains, façon de parler, donc typiquement avoir une acuité visuelle un peu supérieure, une intelligence un peu supérieure, peut-être des capacités physiques un peu supérieures, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de transcender les bornes nécessaires de l'humanité, et de telle sorte que, typiquement, on pourrait même envisager une espèce nouvelle qui ne pourrait plus se reproduire avec l'humanité? Alors, il y a pas, chez les transhumanistes, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de limite à l'intelligence, à la conscience, par exemple. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup avoir une conscience plus évoluée, avoir une meilleure compréhension de comment mon corps fonctionne, par exemple. Et effectivement, chez les transhumanistes, il n'y a pas vraiment de limite. Et la question de savoir qu'est-ce qui serait, à quel moment on pourrait estimer que quelqu'un n'est plus un Homo sapiens, effectivement, c'est au moment où il y a qu'on appelle ça une coupure entre deux branches évolutives. Ça n'a pas été le cas depuis bien longtemps maintenant dans l'histoire du genre Homo. Et peut-être que ça arrivera avec le transhumanisme, mais ça me paraît être une possibilité. Mais il n'y a pas... En fait, on a une vision de l'être humain qui est très fixe, très normative, alors qu'en réalité, chez les transhumanistes, c'est un peu comme voir un être humain, c'est un peu comme voir un ordinateur. On peut avoir des ordinateurs qui vont très vite ou très peu vite. Il y a toujours une continuité. Et la pensée des transhumanistes, la plupart en tout cas, c'est de dire que être un être humain, ça peut avoir beaucoup de formes différentes et il n'y a pas de limite. C'est nous qui allons poser nos propres limites éthiques notamment, et peut-être ralentir le transhumanisme pour que ça se passe bien. Mais non, si je prends un exemple pour bien paraphraser, de mon point de vue, pardon, je viens de toucher de mon point de vue. Il n'est pas encore intégré. De mon point de vue, il n'y a pas de différence fondamentale entre moi et cette table. Donc, cette table a des atomes, a des
molécules différentes. Si elle avait les mêmes molécules que moi, il n'y aurait pas de différence fondamentale. C'est juste l'organisation de ces molécules qui me permet aujourd'hui d'avoir toutes les fonctions qui auraient permis de me dépasser jusqu'ici et de vous parler. Et les transhumanistes, ce qu'ils estiment, c'est que ces fonctions que permet le corps humain, qui concernent aussi les fonctions de conscience, par exemple, ou de vous parler, ces fonctions, elles sont perfectibles. Et tout type de fonction, hein, si on me propose, par exemple, de me couper le pouce pour en mettre un plus efficace, plus résistant, avec une meilleure sensibilité, une meilleure force, je ne vois pas de raison objective de refuser. S'il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients, me permettre d'avoir une fonction qui sera meilleure, avec peut-être ma nouvelle main, que l'ancienne, c'est quelque chose que j'accepterais. C'est l'idée qu'on passe d'une médecine réparatrice, où pour le moment la médecine se limite simplement à réparer ce qui est défectueux par rapport à une normalité humaine, on va dire, à une médecine améliorative, c'est-à-dire où on peut envisager non pas seulement de réparer, mais carrément d'aller au-delà des normes, façon de parler, ou de la moyenne humaine. Oui. Et c'est quoi les moyens qui sont envisagés? Bon, parmi les défauts humains, classiquement on dit que souvent il y a la vieillesse, il y a la mort, la souffrance à la fois physique et peut-être psychologique aussi. Oui, effectivement. Les défauts d'intelligence, on va dire ça, les défauts de sensibilité. Typiquement, moi j'ai des lunettes par exemple, c'est un défaut. Si je pouvais m'en passer, ce serait tout aussi bien. Donc il y a ces défauts-là. Et parmi les choses qu'on voudrait améliorer, qu'on pourrait améliorer, il y a les capacités physiques. Vous donniez l'exemple tout à l'heure d'avoir plus de force pour soulever une pierre, les capacités sensitives, les faire porter plus loin. Vous donniez l'exemple d'une meilleure acuité justement visuelle. Et puis, ce qui est de l'ordre de la mémoire et de l'intelligence. Ce sont les grands axes, si je puis dire, du transhumanisme, à la fois essayer de trouver des solutions à ces défauts humains, et puis à la fois porter plus loin ces qualités humaines. Oui, mais encore une fois, d'après les transhumanistes, si je prends un exemple précis, il n'y a pas de... pour les transhumanistes, entre réparer quelque chose pour que ça redevienne à la norme et le faire avancer, vous mettre 12 sur 10 aux deux yeux ou vous mettre 10 sur 10, d'après les transhumanistes, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est une morale subjective qui dit qu'on va vous mettre 10 sur 10 aux deux yeux, à nouveau, plutôt que de vous mettre 12 sur 10. C'est quelque chose de subjectif. Donc, entre la réparation et l'amélioration, du point de vue des transhumanistes, il n'y a pas une grosse différence. C'est un continuum. Et finalement, toutes les fonctions qu'on pourrait imaginer pour un Homo sapiens peuvent être améliorées, puisque c'est une machinerie, c'est juste le résultat de l'évolution. Donc ça, c'est un premier point. Et en plus, on pourrait imaginer des fonctions en plus, comme je vous en parlais, la capacité de connaître son or. C'est un exemple bateau, hein, mais c'est une des évolutions possibles. Donc ça, c'est connaître son or grâce à une machine. Je vais faire attention de ce que je fais. Grâce à une petite boîte qu'on greffe ici, c'est quelque chose qui est une évolution qui est de type technologique. Il y a plusieurs transhumanistes, il y a plusieurs axes transhumanistes différents, et c'est un des axes les plus importants. Et on fait comment on a le projet global, mais c'est quoi les moyens qui sont envisagés pour justement pousser le perfectionnement humain? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la piste génétique, ou en tout cas le génisme. Effectivement. Modifier le génome avant la naissance du coup de la personne pour empêcher par exemple l'existence des dents de sagesse. Souvent, l'image qu'on a du transhumain, c'est quelqu'un aussi qui a des greffes artificielles, un œil bionique par exemple, quelque chose comme ça. C'est souvent l'image qu'on a, un continuum entre l'électronique, on va dire ça comme ça, et puis le corps humain. Et c'est vraiment ce qu'on connaît du transhumanisme. En ce moment, il y a Cyberpunk 2077 qui fait beaucoup de bruit.
Là, c'est vraiment le transhumanisme technologique. Donc, typiquement, la greffe ici, pour connaître son or. Une autre chose qui m'avait été donnée, que j'ai trouvé très intéressante, c'était une photographe qui me disait ce que j'adorerais, c'est la capacité de prendre des photos avec mes yeux. Je trouve ça un peu poétique aussi, je trouve ça très intéressant en tout cas. Et finalement, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est le premier point, le technologique. Je vous ai parlé de l'eugénisme. Aujourd'hui, on pourra en reparler plus tard, mais on a les évolutions du génome ont déjà été faites en Chine une fois. Il y a une grosse interdiction là-dessus, donc le scientifique qui a fait ça s'est fait taper sur les doigts. Et aujourd'hui, les 2 personnes qui ont été génétiquement modifiées, ce qu'on appelle les bébés CRISPR, sont très suivis. Donc pour revenir sur ce sujet-là, c'est des bébés qui ont été modifiés génétiquement pour ne pas pouvoir contracter la souche la plus connue du sida. Et ça, c'est très problématique, surtout que ça a été fait vraiment sous le manteau. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment grand-chose sur les suites. Et donc, ces bébés-là, ils ont été modifiés génétiquement, et il y a juste un tout petit gène qui a été modifié, une modification qui existe déjà naturellement, mais qu'on a fait de façon artificielle. Donc ça, c'est donc les évolutions génétiques. Donc on a technologique, génétique. On a aussi donc toutes les questions d'IA, qui sont aussi très discutées chez les transhumanistes. Donc on va en discuter plus tard peut-être, mais toutes ces questions entre IA faible et IA forte. Aujourd'hui, l'IA faible, c'est celle qui a proposé des vidéos sur YouTube, par exemple, sur la page d'accueil. Google ne sait absolument pas pourquoi vous avez ces vidéos devant vous. Il sait juste que c'est l'IA qui a été entraînée comme ça, qui dit que c'est les vidéos sur lesquelles vous avez le plus de chances de cliquer et de rester. Donc ça, là aussi, ça pose des questions éthiques qui existent déjà, c'est déjà aujourd'hui, des questions éthiques très importantes, et il y a des tensions très importantes sur le sujet. Il y a une personne qui s'est fait virer très récemment de Google, parce qu'elle travaillait sur la branche éthique de Google et disait que ces algorithmes-là qui prennent la place des personnes et qui font des choix pour la société posaient de gros soucis éthiques. Et ça a fait un scandale dans la bulle, en tout cas, des IA, des chercheurs en IA. Ça a fait un gros scandale que cette personne-là soit virée. C'était il y a à peine 2 semaines. Donc ça, c'est les IA. Et j'ai oublié un truc. Oui, donc on en a discuté aussi, la question de la mortalité. Aujourd'hui, si on meurt de vieillesse, c'est pas un consensus, mais d'après une bonne part des scientifiques, c'est parce que ça avantage nos gènes qu'on meurt à cet âge-là à peu près. Donc finalement, c'est vraiment cette vision-là du somme jetable qui permet de nous dire que il n'y a pas une loi morale qui nous dit il faut qu'à 80, 90 ans, on meure. Et enfin, qu'on vieillisse surtout et qu'on meure. Et on sait très bien que des mouches drosophiles ou certains vers, on peut les faire vivre 5 fois plus longtemps, simplement en modifiant certains gènes. Et on connaît assez bien maintenant, assez bien, très peu, mais on connaît le génome de ces animaux. On arrive à le comprendre partiellement. L'animal, donc l'Homo sapiens, c'est plus compliqué de bien connaître son génome, parce qu'on ne peut pas faire d'expérience dessus, ça pose d'autres problèmes. Donc voilà, c'est vraiment les 4 axes, donc technologique, eugénisme, IA et immortalité. Ils sont très liés, puisque finalement on peut un peu tout mélanger, puisque toutes ces solutions-là, ça reste de la machinerie. Parmi les transhumanistes, il y a différents courants. Comment est-ce qu'on pourrait les classifier rapidement pour essayer de ne pas avoir une représentation homogène du transhumanisme, mais plus détaillée? Alors oui, je vais vous donner, c'est la vision qui est partagée à l'AFT, mais c'est peut-être un peu réducteur. Vous avez vraiment le transhumanisme qui est le plus connu, celui de la Silicon Valley, qui est très ancré dans les idées de la Silicon Valley, donc très individualiste, très capitaliste.
peut porter, peut-être un peu quand même, sur les aspects éthiques et sur les aspects sociaux. Vous avez, en second temps, il n'y a pas d'ordre, hein, mais vous avez chez nous en Europe un point de vue transhumaniste qui est plus social, plus égalitariste. Et on essaye, à l'AFT en tout cas, d'intéresser les gens au transhumanisme aussi pour pas que ce soit imposé. Parce qu'il y a un fort risque que des technologies qui vont être contrôlées par des GAFA soient imposées, où finalement on se dise j'ai pas le choix, il faut que je lui mette, il faut que j'achète ça. C'est un risque qu'on voit déjà avec les téléphones ou ce qu'on utilise aujourd'hui comme technologie. Et il y a un vrai risque que que cette mainmise s'intègre en nous. Et c'est pour ça qu'on essaye d'intéresser les gens. Donc ça, c'est le second point, l'Europe. Et puis vraiment, dans son coin, il y a la Chine qui a une vision éthique qui est très différente, philosophique, hein, très différente de l'Europe et des USA. Et je ne saurais pas... Enfin, en tout cas, éthiquement, on estime qu'ils sont prêts à faire des expériences qu'on ne fera jamais en Europe et aux US, et surtout pas en Europe d'ailleurs. Et c'est ce qui fait peser aussi un danger sur le transhumanisme européen, parce qu'à force de ne pas vouloir faire les choses, de ne pas vouloir expérimenter les choses, et notre parole sur ces sujets-là, qui sont notamment l'aspect éthique, est très peu pris en compte. Donc, voilà, on essaye de vraiment dire aux gens, le transhumanisme, il arrive, il peut bien se passer, il faut que vous preniez le sujet en main, ça va arriver bien plus vite qu'on ne le pense. En fait, c'est des divisions qui sont surtout politiques, si je puis dire, et qui sont classiques. D'un côté, des gens plutôt libertariens, de l'autre, des gens plutôt égalitaristes. Enfin, d'un côté, individualiste, égalitariste. C'est plutôt des divisions politiques qu'on retrouve au sein du transhumanisme. Parmi les représentations, d'ailleurs, qu'on a du transhumanisme, je saute un peu du coq à l'âne, on a souvent aussi l'idée du téléchargement de la conscience. Alors, ça suscite des questions en philosophie. Est-ce que c'est possible? Mais vous y croyez ou est-ce que vous y aspirez ou pas? Oui, alors, pour être clair, moi, si je suis transhumaniste, j'ai pas d'espoir. Enfin, je le fais pas. Je ne travaille pas dans le sujet parce que j'espère des choses pour moi. C'est vraiment plus d'un point de vue altruiste où j'essaye d'intéresser les gens au sujet. Je n'espère pas quoi que ce soit pour moi par rapport au transhumanisme. Mais donc sur le sujet de téléchargement de conscience, effectivement, je dirais que la grande majorité des transhumanistes sont convaincus de la possibilité, puisque si on parle de la conscience, c'est quelque chose de physique. C'est du point de vue transhumaniste, hein, c'est souvent des matérialistes, donc des physicalistes. Et puisque, quand je vous parle, c'est juste un amoncellement de réactions physico-chimiques qui se passent au niveau de mon cerveau notamment, qui me permet de faire ça. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le reproduire de façon artificielle. Sur le sujet, je vous conseille fortement, il y avait Monsieur Phi qui a fait de très bonnes vidéos sur le sujet, donc notamment du matérialisme, mais aussi du transhumanisme. Je trouve qu'en France, on a beaucoup de philosophes intéressés par le transhumanisme, en tout cas sur YouTube, ce que je suis le plus. Et donc oui, personnellement, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que ça va être quand même très complexe. Aujourd'hui, il y a des avancées sur le sujet, notamment Neuralink, qui commence vraiment à avoir les technologies pour pouvoir comprendre ce que fait le cerveau, ce que veut faire le cerveau, et le reproduire. C'est-à-dire que demain, on pourra si je perds une jambe, on pourra me remplacer par une jambe qui répond exactement comme quand avant j'utilisais ma jambe. C'est-à-dire que on va me placer une puce ici qui va me permettre de vraiment comprendre ce que mon cerveau voulait faire et le faire au niveau de ma jambe. Donc la connexion entre le cerveau et la machine va se faire de plus en plus. Tout le problème, c'est de réussir à faire le pont. Et la fonction
de conscience, la fonction qui me permet d'être conscient, j'ai pas de raison de penser qu'elle puisse pas être sur un autre substrat, quelque chose qui ne serait pas biologique, mais qui serait de silicium ou je ne sais quoi d'autre. Donc effectivement, je pense que la plupart des transhumanistes sont convaincus de la possibilité de faire ce genre d'évolution, puisque c'est de la matière. On a souvent l'idée que... Enfin, j'ai trouvé quelques articles qui disaient que le transhumanisme était une forme d'utopie très, très, très lointaine. Alors, bien sûr, il y a des choses qui, technologiquement parlant, semblent aujourd'hui inaccessibles, en tout cas à court terme. Qu'en est-il du très court terme? Quelles sont juste les toutes prochaines évolutions qu'on pourrait imaginer qui vont dans le sens du transhumanisme? En fait, tout va se passer par... vous parliez de solutionner les problèmes de santé. Donc, quand je vous parlais de Neuralink, ça, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les peut-être 5-10 ans. Cette capacité pour les gens qui ont perdu un membre d'avoir à nouveau un membre qui soit capable de prendre des choses, voire d'avoir un retour jusqu'au cerveau. Un retour sensitif, oui. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver assez bientôt. Maintenant, quand je vous parlais typiquement des maladies génétiques ou des dents de sagesse, ça, c'est des évolutions qui, effectivement, pourraient arriver très bientôt, puisqu'on sait très bien, on connaît cette partie du génome. Si on a de bonnes raisons, enfin, si on peut les modifier facilement, on n'a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, à moyen, long terme, ce sera le recul de la mortalité. C'est-à-dire que du point de vue transhumaniste, la vieillesse devrait être vue comme une maladie comme les autres, et donc permettre de la repousser en tout cas le plus possible, même si on n'arrive pas à la supprimer totalement. Donc ça, repousser la vieillesse, je pense que ça va se faire assez rapidement. Ça se fait déjà, hein. Je connais des personnes qui prennent, donc des médecins, qui prennent déjà de façon journalière certains médicaments dont on sait que ça va permettre de rallonger la vie. Donc, je pourrais plus vous redonner, hein, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont très intéressés par savoir quels sont ces médicaments. Je ne les ai plus en tête. Je saurais qui le serait, peut-être. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent déjà des médicaments de façon journalière parce qu'on a de bonnes raisons de penser que ça rallonge la durée de vie. On se représente souvent le transhumanisme comme voulant vaincre la mort, voulant vaincre la maladie, voulant amener un âge d'or. Vous utilisiez vous-même la formule tout à l'heure pour l'humanité. Souvent, on a tendance à opposer transhumanisme, qui en plus est matérialiste, physicaliste, comme vous le disiez, et puis les religions de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opposition entre les deux? Est-ce que le transhumanisme est intrinsèquement athée? Est-ce qu'il y a une compatibilité possible entre les deux? Vous en pensez quoi? C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, la plupart, ça c'est pas étonnant, la plupart des transhumanistes sont athées, en tout cas ne croient pas en Dieu. Mais on peut très bien être croyant et, par exemple, si on est déiste, à ce moment-là, on peut estimer que on va quand même prendre en main le physique, l'évolution. Enfin, on va quand même prendre en main Homo sapiens. Donc, ça dépend de comment on croit aussi, parce que il y a beaucoup de croyants, c'est pas le cas de tout le monde, qui estiment que voilà, ils ont leur croyance, ils estiment que Dieu existe, c'est un acte de foi, et c'est pas un acte qui derrière a des arguments. C'est juste voilà, j'y crois, c'est un acte de foi, et donc à partir de là, ils se disent voilà, je crois effectivement que Dieu existe, mais d'un autre point de vue, ces croyances-là n'ont aucun impact sur mes choix par rapport au monde.
C'est-à-dire que je sais que c'est... Enfin, là-dessus, je pense que vous sauriez peut-être plus en dire que moi, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que la croyance en Dieu est un acte de foi qui n'est pas un acte rationnel, qui n'est pas péjoratif, c'est juste ce qu'ils estiment. Donc ensuite, quand ils font leur vie, ils font leur choix par rapport aux arguments qu'ils ont. Par exemple, si je veux que mon enfant n'ait pas de dents de sagesse, je vais faire ce choix-là rationnellement. Et comme c'est un choix dans la société que je vais prendre, je ne vais pas prendre en compte des croyances que je sais être un acte de foi, c'est-à-dire que le fait que Dieu existe. Donc à l'AFT, en tout cas des personnes qui sont vraiment très actives, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des croyants forts en tout cas, mais il n'y a pas de... Vous en connaissez dans le monde qui sont connus, des croyants dont on sait qu'ils sont croyants et qui seraient transhumanistes en même temps? Parce que souvent, parmi les intellectuels, on cite des personnes comme Teilhard de Chardin, comme une personne qui a inspiré ou influencé un petit peu le mouvement transhumaniste, qui est à la fois croyant et en même temps avait certaines idées qui sont compatibles. Mais sinon, aujourd'hui, est-ce qu'on a des personnes qui sont connues dans... En tout cas, les plus connus ne sont pas religieux. Il y en a sûrement, hein, ça pose... Enfin, il n'y a pas... C'est pas obligatoirement parce qu'on est croyant qu'on n'est pas transhumaniste. Il n'y a pas un lien direct. Être transhumaniste, c'est juste dire, ben voilà, l'être humain il est perfectible. Si vous avez la profonde croyance que l'être humain n'est pas perfectible, ou qu'il ne faudrait surtout pas le modifier, à ce moment-là, vous n'êtes pas transhumaniste. Mais ce que je viens de dire là, être croyant n'implique pas obligatoirement cette croyance-là. Oui, on va y venir après à cette idée de ne pas modifier la nature. Mais en fait, moi, j'ai lu quelques textes, dont une personne qui, je crois, est à l'AFT, docteur en pharmacie, qui a écrit un livre, mais vous voyez peut-être pas de qui je parle, dans lequel elle opposait assez fortement, d'un côté, religion et transhumanisme. Mais j'ai l'impression que cette opposition est un peu surjouée, dans le sens où, quand on dit que le transhumanisme va régler la question de la mort, en fait, le transhumanisme n'espère que allonger la vie, mais on ne peut pas complètement résoudre le problème de la mort, ne serait-ce que parce que l'univers, un jour ou l'autre, aura une fin, et que ça pose quand même une limite. En fait, on ne fait que d'allonger ce qui est, on ne passe pas dans une autre catégorie. Donc la question de la mort reste entière. Même quelqu'un qui aurait une vie très très longue, de 2000 ans, 3000 ans, 4 milliards d'années, reste quand même un mortel. Il peut toujours être atteint par un accident, il peut toujours mourir parce que son environnement se dégrade et se détruit. Et j'ai pas l'impression que le transhumanisme, de ce point de vue-là, est vraiment en concurrence par rapport aux religions. De la même manière, sur le matérialisme, on pourrait avoir l'impression que le transhumanisme concurrence et contredit d'une certaine manière les religions avec l'idée d'âme. Mais c'est parce qu'on se fait une représentation de l'âme comme étant une sorte de substance à la Descartes, avec d'un côté la matière, de l'autre l'âme, deux types de substances complètement distinctes, alors qu'en fait, le transhumanisme adhère déjà à une forme de dualisme des propriétés, à savoir qu'il y a le substrat matériel, il est organisé d'une certaine manière, de telle sorte qu'il supporte de l'information, mais cette information peut se retrouver sur un autre support matériel, ce qu'on appelle le fonctionnalisme dans la théorie de l'esprit. Et les religions se satisfont très bien en fait d'une telle idée. Par exemple, dans le christianisme et dans la plupart des monothéismes, quand on se représente la résurrection, c'est pas l'idée que l'âme est un truc flottant, une substance qui serait complètement distincte de la matière. C'est l'idée qu'il y a une certaine organisation de la matière actuelle grâce à laquelle nous pensons. Et viendra un jour où la vie après la mort n'est pas immatérielle, elle est matérielle, mais c'est une autre organisation de la matière. Et c'est toujours un substrat matériel qui permettra la conscience. Enfin, en tout cas, dans le modèle classique, je parle. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'on force un petit peu l'opposition entre les deux. Même sur l'aspect un peu millénariste, comme on dit, du transhumanisme, c'est-à-dire l'idée d'un âge d'or, etc., j'ai l'impression que c'est plus l'idée, on va amener la vie humaine à un confort supérieur. Pour autant, ce n'est pas une forme de salut. Il manque complètement l'idée d'une spiritualité, il n'y a pas forcément d'éthique derrière tout cela. Il y a surtout l'idée d'un plus grand confort, on résout certains problèmes matériels, il n'y a pas
éthique ou une spiritualité qui serait complètement attachée au transhumanisme. Je rebondis sur quelque chose. Vous parliez de confort. Du point de vue transhumaniste, l'avancement des connaissances et du progrès et de la technologie n'amène pas tant un confort que de bonnes chances de survie en fait, de l'humanité et de ses connaissances et de ses valeurs. L'idée profonde du transhumanisme, des transhumanistes, c'est que ces évolutions-là, elles vont permettre de corriger certains problèmes et elles vont surtout permettre à l'humanité de faire un pas, d'avancer sur l'échelle et de s'élever un peu en quelque sorte, pour être un peu religieux. En fait j'ai l'impression que on dispose de plus de moyens. Le transhumanisme se propose de permettre à l'humanité de disposer de plus de moyens, donc par exemple augmenter les capacités humaines, mais ne donne pas de fin. Ne dit pas que l'éthique devrait être ça. La finalité de la vie humaine, le sens de la vie humaine, ça devrait être ci ou cela. Le transhumanisme se limite simplement à dire, voilà, il y a quelques problèmes techniques, on peut les résoudre. Il y a quelques limitations techniques, on peut également les résoudre. On peut repousser les limitations, on peut augmenter les moyens, mais on ne donne pas pour autant de fin. Oui, enfin, il y a... Dire qu'on peut... Là-dessus, vous avez raison, enfin, c'est... La façon dont... En fait, tout le problème, c'est comment on va avancer, comment on va se modifier. Et c'est là-dessus que, pour moi, il y a déjà des visions de l'avenir qui vont être choisies. Typiquement, moi, je suis très intéressé par les biais cognitifs. Chez Homo sapiens, il y a énormément de biais cognitifs. Ils sont là parce que ça avantage les chances que les gènes se reproduisent aux générations futures. Typiquement, si vous êtes toujours d'accord, je fais juste un petit passage. Si vous êtes toujours d'accord avec les gens de votre groupe social, c'est parce que, si vous êtes d'accord avec leurs arguments, leurs croyances, c'est parce que ça avantage les chances que vos gènes se reproduisent de générations futures. On pourrait en discuter des heures, mais les transhumanistes ne sont pas tous d'accord sur le fait de dire, voilà, ça c'est problématique, ce biais cognitif-là, il est problématique pour l'humanité, et c'est le cas, il est problématique parce qu'il empêche d'avoir un raisonnement rationnel. On pourrait essayer de l'effacer tout doucement. Et éthiquement, ça pose énormément de problèmes. Et l'idée de fond derrière, c'est de dire, si on essaye d'être... ça c'est un axe du transhumanisme possible, un choix politique qu'on pourrait faire avec le transhumanisme, c'est de dire, voilà, en essayant d'être plus rationnel, on assurerait la survie de l'humanité et de la société. On éviterait des souffrances, par exemple, qui seraient terribles. On parlera d'écologie peut-être plus tard, mais... Justement, je voulais y venir. Oui. Allez-y. Parmi les oppositions classiques, on va dire, ce qu'on appelle les bioconservateurs, il y a, donc en général, on oppose souvent transhumanistes et religieux, puis il y a aussi les écologistes. Les écologistes qui, pour ceux qui sont écocentristes, donc qui pensent qu'il y a un écosystème, il faut le conserver, il a sa propre dignité, il a ses propres intérêts. Il y a une opposition parce que c'est l'idée qu'on va modifier la nature et que les modifications humaines de la nature sont mauvaises et il faudrait les éviter. Et donc on a d'un côté certains mouvements religieux qui vont considérer que l'homme est créé à l'image de Dieu et que Dieu, ou alors que tout simplement Dieu a créé l'univers comme ça et donc il ne faut pas y toucher. Puis il y a de l'autre côté des mouvements écologiques qui vont dire la nature, elle a sa propre dignité, il faut la conserver en l'état. Et de toute manière, on peut craindre que le transhumanisme ne fasse finalement, avec la technologie, qu'augmenter la quantité de pollution plutôt que de la réduire. C'est un vrai risque, effectivement. Du point de vue des transhumanistes, la plupart, on va dire, la nature, quand je dis la nature, je parle de l'univers, c'est un outil, en quelque sorte, pour nous permettre de survivre. Mais il est clair que la nature, c'est quelque chose qui nous offre quelque chose, ça nous permet énormément ça nous permet de subsister, tout simplement. Sans elle, on n'est pas là. Donc les transhumanistes, en tout cas une bonne partie, estiment qu'il faut comprendre, il faut avoir plus de connaissances sur le fonctionnement de la nature, sur les rouages de la nature, pour, si besoin, l'aider à se remettre des bêtises qu'on a déjà faites,
ou la laisser tranquille sur certains points. Mais pour les transhumanistes, et là on revient un peu à l'âge d'or, c'est l'idée que la seule façon pour que l'humanité continue, c'est en comprenant, en ayant plus de connaissances. Et moi, personnellement, je m'estime humain avant d'être terrien. C'est-à-dire que la Terre, c'est un outil. J'estime, en tant qu'humaniste, en tant que personne rationnelle, qu'il faut que je protège l'environnement et les espèces qui y sont, éviter, si possible, autant que je le peux, d'ajouter plus de souffrance au monde tel qu'il est, d'y ajouter de la pollution, tout ça. Mais en même temps, je sais que l'humanité a besoin de plein de choses, d'énergie, qu'on en a envie. Et ça cause des problèmes. Maintenant, le transhumanisme peut être écologique, en fait. On peut très bien estimer que, si je prends des exemples, aider... si on prend un exemple très manichéen, en quelque sorte, très simpliste, si on arrive à éviter que les tribus d'Homo sapiens se fassent la guerre en modifiant le génome. Question éthique énorme, hein. On va estimer qu'on les met de côté. Si on réussit à modifier le génome de l'être humain pour que on réussisse à travailler ensemble, à se dire, ben voilà, on n'a pas d'ennemis communs, mais on se rend bien compte que le monde, il est fini, que pour s'en sortir, il faut tous s'entraider. Alors, c'est bisounours, ça, on est d'accord. Mais c'est totalement possible en fait, d'aller à un niveau, en quelque sorte, un niveau au-dessus, à ne plus suivre ce que nous dicte notre génome, et au contraire, essayer d'avoir une vision plus globale et de protéger la Terre, et aussi de permettre à... Enfin, on peut peut-être en discuter maintenant. Par exemple, moi, personnellement, j'espère qu'on colonisera Mars tôt ou tard, et je pense que les prochains martiens qui feront partie de l'humanité n'auront pas un génome qui sera le nôtre. Ce sera un génome qui aura été modifié pour être bien plus adapté à la gravité martienne, notamment. Et c'est quelque chose qui me semble important. Je pense qu'au contraire, les transhumanistes, en étant très terre-à-terre, en étant conscients qu'ils sont aux commandes de l'avenir de la Terre, de l'avenir de la biodiversité, ont une capacité à prendre en main et à protéger la biodiversité plus importante. Mais en fait, c'est une question qui est plus large que le transhumanisme. C'est est-ce que la connaissance et le progrès peuvent permettre de mieux protéger la Terre? J'espère que c'est le cas, je pense que c'est le cas. Après, de toute manière, ça amène de toute façon à des modifications de la nature. Donc, de toute manière, pour un bioconservateur, ça pose un problème. Quand bien même il y aurait moins de pollution, c'est pas que la question de la pollution. Parce qu'on peut être un écologiste anthropocentré, c'est-à-dire centré uniquement sur les intérêts de l'homme, ou alors biocentré, centré uniquement sur les intérêts des êtres vivants, ou en tout cas zoocentré sur les animaux. Et dans ce cas de figure, on va dire, voilà, il faut éviter tout ce qui pourrait causer des souffrances animales. Par contre, l'idée de modifier un écosystème, c'est pas un problème en soi. Le fait de faire disparaître des plantes ou d'amener de nouvelles plantes dans un environnement n'est pas un problème en soi. Du coup, ça dépend de quel type d'écologistes on parle. Certains sont bioconservateurs, d'autres ne le sont pas. Ça dépend des intérêts qui sont, que l'on veut protéger. On est peut-être un tout petit peu à côté du transhumanisme, mais effectivement, pour vous parler de moi personnellement, j'estime que modifier la nature n'est pas un problème. Par contre, tout le souci, c'est d'être certain que quand on le fait, ça a un bénéfice pour la biodiversité ou pour l'être humain. Il y a un biais cognitif, le biais d'omission, qui fait que quand on a un doute, on préfère ne rien faire. C'est un biais qui est par exemple présent chez les antivax. Et il est aussi présent, de mon point de vue en tout cas, sans vouloir faire un homme de paille, chez les bioconservateurs, où ils estiment que s'il y a un doute quelconque, il vaut mieux ne rien faire. Et c'est très problématique
parce que ce biais, on aura toujours un doute sur tout, même sur les vaccins d'ailleurs. Et c'est pas parce qu'il y a un doute qu'il ne faut rien faire. Il faut avoir la balance bénéfice-risque. Il faut être sûr qu'on l'a assez bien en main. Et une fois qu'on est certain qu'elle est positive, on le fait parce que c'est ce qu'il y a le mieux à faire en fait. Et toute la question, c'est le mieux. Je pense qu'il y a différentes raisons pour lesquelles on peut être un bioconservateur. On peut être un bioconservateur parce que on estime que ce qui est doit rester tel que c'est. Typiquement, c'est ce qu'on appelle le sophisme naturaliste. C'est, donc ça doit être. Il n'y a pas la distinction entre c'est et puis ce que ça doit être pourrait être différent. Donc il y a ce qu'on appelle le sophisme naturaliste. Ce qui est contredit d'ailleurs par l'idée que la nature soit elle-même en évolution. Si on adhère à l'idée d'évolution de la nature, des espèces, dans ce cas, on ne peut pas avoir l'idée qu'on devrait fixer la nature dans un état, puisque la nature par elle-même, ce serait contradictoire avec le processus naturel qui lui-même est en évolution. Je me permets de rebondir, oui. Tu continues juste après, mais c'est la même chose au point de vue de la société. Penser que la société est fixe, c'est aussi une erreur, parce que si on remonte 200 ans avant, ce serait quelque chose. On verrait le monde de façon. On dirait que c'est horrible, que c'est pas du tout acceptable. Et puis, même pour les croyants, l'idée que. Il y a aussi l'idée que l'homme est par nature. Enfin, c'est même pas seulement les croyants, c'est d'une manière générale, l'idée que l'homme est par nature un ingénieur, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui modifie de toute manière par son existence même la nature. Ce serait contradictoire de dire que l'homme ne doit pas modifier la nature, ou ne doit plus être l'ingénieur qu'il est ou le créateur qu'il est, puisqu'il porte ça en lui-même. La technique fait partie de la nature humaine pour adapter son environnement à ses propres besoins. C'est quelque chose qui est naturel à l'homme. Donc ce serait bizarre de lui dire que... Ouais, j'avais jamais entendu ça. C'est un point de vue marrant. Il ne devrait plus modifier la nature. Et pour les croyants, cette fois-ci, c'est plus spécifique aux croyants, mais il y a aussi l'idée souvent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais je pense qu'on se trompe sur qu'est-ce que l'image de Dieu. Est-ce que c'est un corps humain ou est-ce que c'est le fait d'être une personne? Si on avait été créé avec, à supposer que Dieu est créateur, hein, là je me place du point de vue théiste, si on avait été créé avec une forme complètement différente, ressemblant à des martiens, par exemple, on pourrait aussi dire que c'est image de Dieu, parce que ce qui compte, c'est le fait que ce soit une personne. Si Dieu est un être qui n'est pas corporel et qui n'est pas créé, dans ce cas de figure, c'est pas une biologie qui définit ce qu'est être image de Dieu, mais c'est plus le fait de posséder une personne, de posséder une personnalité, d'être une conscience. Et donc, après que l'homme soit modifié considérablement, ou que l'homme reste tel qu'il est, il n'en est pas moins image de Dieu. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que l'argument selon lequel l'homme a été créé à l'image de Dieu soit un véritable argument émis par les religieux contre l'idée du transhumanisme. Je ne pense pas qu'il y ait d'argument en fait, vraiment fort contre le transhumanisme sur les principes fondamentaux du transhumanisme, à l'idée de vouloir modifier la nature. C'est intéressant. Mais donc, est-ce qu'on estime que les animaux... enfin, c'est pas des personnes les animaux ne sont pas doués de réflexion morale. Alors certains ont des capacités qui s'approchent de l'homme, par exemple en matière de conscience de soi. Il semblerait que chez certains mammifères supérieurs, il me semble qu'il y a les dauphins qui sont dans cette catégorie, peut-être certains chimpanzés, qui sont pas très loin d'approcher une conscience de soi. Alors est-ce qu'elle est aussi complexe que celle de l'homme? Parce que dire que l'existence d'une conscience est une chose, le fait d'avoir une représentation du monde et des sens, c'est une chose. Le fait d'avoir une conscience de soi, c'est de se savoir être objet dans un monde et de pouvoir faire un retour réflexif sur soi. C'est-à-dire de se considérer comme un objet, se poser la question de qu'est-ce que je veux faire, quel est mon but. Après, il y a toutes les questions morales qui en découlent. Pour le moment, je ne crois pas qu'on ait vu de réflexion morale dans le monde animal. C'est-à-dire que, certes, chez certains mammifères supérieurs, on a quelque chose qui s'approche d'une conscience de soi, peut-être. On a des langages. Il me semble même que certains langages sont plus complexes que ceux de l'homme. Il me semble que, par exemple, celui des baleines est jusqu'à 16 fois plus complexe en termes d'articulation, de son, etc., par rapport au langage humain.
Mais il ne me semble pas qu'on ait de capacité morale qui se trouve dans le règne animal. On diverge peut-être un tout petit peu, mais chez les animaux sociaux, on pourrait avoir des choses qui se rapprochent d'un point de vue moral, mais là justement... ce serait instinctif en fait. Voilà, c'est pas le fruit d'une réflexion. C'est ça. Voilà. C'est instinctif en fait ça. Ça maximise les chances que les gènes de la tribu, sociale, hein, de la tribu d'animaux autres que sapiens, survivent aux générations futures. Mais ce qui est intéressant, là on ne parle pas du transhumanisme, mais plus par rapport à des sujets qui m'intéressent, c'est que de mon point de vue personnel, j'estime que Homo sapiens, dans ses réflexions morales primaires, a ces mêmes réflexions, et même dans les... Puisqu'effectivement, nous, on a des capacités plus importantes, notamment pour discuter. Ça vient de notre historique, de la domination du feu, notamment. Mais on a tout ce qu'on a développé en termes de mèmes. Quand je parle de mèmes, je pense... un gène, c'est quelque chose qui se reproduit dans les générations. Et le mème, c'est pareil, il se reproduit, il va être modifié, et c'est une idée, en fait. Un mème, c'est une idée. Et pareil, ces idées morales, c'est effectivement quasiment que nous qui pouvons les avoir et les faire évoluer comme ça. Ça fait quand même partie de la discussion sur le transhumanisme, parce que si on fait évoluer l'homme, on pourrait aussi imaginer l'apparition de différentes espèces, création de différentes espèces, même au sein de la famille humaine, une deuxième branche qui se créerait et qui finalement n'aurait plus grand-chose en rapport avec la première. Des martiens, par exemple. Et la question, c'est au niveau du droit. Qu'est-ce qui définit la dignité humaine ? On parle souvent de la dignité humaine. Certains philosophes, comme Fukuyama, ont peur que, à cause du transhumanisme, parce que notre droit est fondé sur les droits de l'homme, sur la nature humaine, eh bien, on perde cette nature humaine, et que par conséquent, il n'y ait plus de fondement pour le droit. Et que devient d'ailleurs évolution ? On pourrait aussi s'amuser à changer des espèces pour les amener à une conscience plus élevée d'elles-mêmes. Par exemple, si aux dauphins, on leur ajoutait quelques petites choses, retirait quelques petites choses, pour leur permettre d'aller jusqu'à avoir une capacité à traduire leur langage avec le langage humain et avoir une réflexion morale, etc., ils pourraient devenir citoyens parmi d'autres, ou moins comiques et plus... impliquant moins de suspension de crédulité, parce qu'on a moins l'habitude de cette idée-là. Mais par contre, on a plus l'idée d'autre chose qui serait possible, c'est une intelligence artificielle. Si une intelligence artificielle existait soudainement, est-ce qu'il faut lui accorder des droits ? Oui. Effectivement, c'est un gros problème moral. En fait, tout le problème, c'est quelle valeur tu vas mettre à tel ou tel organisme. Moi, personnellement, si je dois faire le choix entre tuer un singe, par exemple, un chimpanzé, et un homo sapiens, j'appuie sur le bouton qui tue le singe. De la même manière, si je sais qu'il y a un homo sapiens et une espèce, un extraterrestre, qui a une conscience plus évoluée, je vais faire le choix de tuer l'homo sapiens. Et là, c'est quelque chose... En tant qu'homo sapiens, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Mais du point de vue transhumaniste, dire que l'être humain... Là, c'est plus un point de vue personnel, puisque moi, quand je dis que l'être humain, c'est une machine biologique, un seumage jetable qui bénéficie finalement aux gènes, finalement, je dis que l'être humain, c'est juste de la matière, c'est pas si important, et puis voilà, quoi. Je fais descendre l'être humain de son piédestal. En vérité, personnellement, là encore, parce que c'est très personnel cette réflexion, je mets l'être humain au niveau auquel il est, c'est-à-dire que c'est une organisation qui permet une conscience qui est évoluée, qui est vraiment une grande chance. Et de ce point de vue-là, j'estime qu'il faut protéger cette machine. Il faut vraiment prendre conscience de la chance qu'on a d'être ces machines. Mais revenons-en à l'exemple que vous donniez. Je vais peut-être tergiverser.
si y avait le choix entre tuer un être humain ou alors un extraterrestre, ou disons un humain plus évolué, pour rendre la question éthique plus aiguë encore. On a d'un côté un transhumain qui est légèrement plus évolué, et puis de l'autre un humain. On a le choix entre tuer l'un ou l'autre. Pourquoi tuer l'humain? Pourquoi? Parce que, je veux dire, entre tuer un animal et puis tuer un humain, il y a une différence majeure. C'est que, justement, l'animal ne dispose pas de lui-même comme un humain dispose de soi. Il ne se donne pas à lui-même des fins morales, il ne se pose pas la question du sens de sa vie. Il vit, si je puis dire, mais il ne se pose pas la question de est-ce que ce serait juste de faire cela? Il n'est pas dans une réflexion morale. Il n'a pas de conscience ni de dignité morale. Et donc, tuer un animal, d'une certaine manière, ça semble un peu évident. Par contre, entre un humain moins intelligent et un humain plus intelligent, ou un humain non transhumain et puis un humain transhumain, qu'est-ce qui justifierait le fait de tuer l'un ou l'autre? Parce que tous les deux, d'une certaine manière, ont une dignité de par leur conscience, ils sont une personnalité, et tous les deux ont une dignité morale. Moi, je ne suis pas du tout vegan, hein, mais je suis plutôt convaincu par les arguments véganes. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas la capacité cognitive d'avoir certaines fonctions, comme la conscience de soi, je ne vais pas creuser, mais voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas capables de faire. Cette capacité, ce niveau de conscience, du point de vue des transhumanistes, n'est pas du tout quelque chose qui se fait par palier. Il n'y a pas les animaux d'un côté et puis Homo sapiens. Du point de vue des transhumanistes, Homo sapiens déjà est un animal. C'est un animal qui a eu la chance, notamment des domestiques en feu, d'acquérir un bénéfice énergétique lui permettant de faire évoluer son cerveau et d'avoir les capacités cognitives de se comprendre lui-même, notamment surtout en comprenant l'autre. C'est avant tout grâce aux neurones miroirs, en comprenant l'autre, qu'on a développé notre conscience. Et finalement, c'est plus des choses qui se font c'est plus une ligne. Graduelle, oui. Et surtout, l'être humain n'est pas du tout au maximum. C'est ce qu'on connaît de mieux, mais c'est absolument pas un maximum en termes de conscience. Donc, pour moi, il y a un problème éthique, par exemple. Si vous disiez, si un être humain, par exemple, a été modifié et a maintenant une meilleure conscience, c'est-à-dire que lorsqu'il va mourir, on va estimer que cette perte est plus grave. C'est comment dire, il y aura plus de souffrance du fait de cette conscience-là évoluer. Et toute la question, c'est de dire, ben voilà, moi, effectivement, si j'ai le choix entre deux êtres humains et que je peux analyser objectivement, et là, c'est une question énorme, hein, le niveau de conscience des deux, je choisirais de tuer celui qui a le niveau de conscience le moins élevé. Mais du coup, l'idée d'égalité, de dignité, ça vous parle pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a des graduations. D'ailleurs, ce serait valable, y compris déjà chez les humains, sans même parler du transhumanisme. Entre tuer un être humain... la question, c'est est-ce que ça vous pose une question ou est-ce que c'est simplement après un calcul? C'est-à-dire qu'ils ont une égalité de dignité. On doit réfléchir aux intérêts des deux autres. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une évidence. Si, par exemple, on tue un animal et tue un humain, il y a une évidence. Il faut tuer l'animal et pas l'humain. Par contre, est-ce que c'est aussi une évidence entre tuer, je sais pas moi, un être humain quelconque et puis un génie? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une forme de culpabilité, si je puis dire, à tuer... C'est-à-dire, est-ce que l'égalité de dignité est reconnue, mais ce sont d'autres critères qui viennent interférer avec le raisonnement moral? Ou est-ce que l'égalité de dignité n'est pas reconnue? Alors, c'est vraiment très personnel, hein, le point de vue que je vous donne là. Mais moi, la dignité, je la mets... elle est corrélée au niveau de conscience. C'est-à-dire que... encore, il faudrait définir dignité, mais effectivement, bien sûr... Quel ajout de la conscience pourrait amener à modifier quelque chose dans le droit? Parce que, typiquement, on considère que... J'ai pas l'impression que la question, ce soit l'humanité, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la personne. Et je pense que là-dessus, Fukuyama se trompe. Je pense que on ne devrait pas dire les droits de l'homme, on devrait parler des droits de la personne. Et ce qui définit la personne, c'est justement le fait d'avoir conscience de soi, de se considérer comme un sujet
dans le monde et de se donner à soi-même des finalités morales, de se poser des questions sur le sens de sa vie. Tout ça fait que du coup on doit, parce que la personne a des intérêts moraux, on doit prendre en compte ses intérêts dans notre façon d'agir. Peu importe que cette personne soit très intelligente ou pas, même un homme qui n'a que 80 de QI par exemple, a déjà une conscience de soi et a déjà des intérêts moraux. Même si c'est stupide, il a quand même des intérêts moraux. Et donc on est obligé de le considérer dans sa dignité, à égalité avec le génie qui a, disons, un quotient intellectuel de 150 et qui, du coup, est capable de plus de choses. La réflexion ne se jouera plus, du coup, sur la dignité, elle se jouera sur d'autres critères. Par exemple, quel est l'intérêt pour l'humanité entre préserver l'un ou préserver l'autre. Par contre, on reconnaît qu'ils ont bien une égale dignité. Et que là-dessus, le dilemme n'est pas du tout le même qu'entre tuer un animal ou un homme. Là, il y a, la question du conséquentialisme, c'est-à-dire tuer l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça impacterait c'est une question qui serait tout autre. Quand on parlait de... je pense que vous estimez que il y a un... Sachant que... En fait, je sais pas... Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'animal et l'être humain. Et Mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on donne la citoyenneté à tout être humain et pas aux animaux. Ou que l'être humain soit un sujet de droit et que l'animal ne soit que patient de droit. C'est-à-dire qu'on lui confère le droit de ne pas subir des tortures, par exemple, mais pour autant, on ne lui donne pas des droits. Il n'a pas de droit de propriété, il n'a pas de droit de vote, il n'a pas de droit, etc. Dans la façon dans laquelle a été créée la société, on a mis les animaux d'un côté et l'humain de l'autre. Et effectivement, là c'est vraiment personnel, on ne parle plus vraiment de transhumanisme, mais de mon point de vue, c'est une erreur. Parce que si l'évolution, donc l'évolution c'est vraiment un arbre, c'est très rapide, c'est vraiment un arbre qui fourmille de partout, c'est des modifications génétiques, il y en a partout, ça fourmille de partout. Et en imaginant que la sélection naturelle n'existerait pas, il n'y aurait pas ce sécateur qui viendrait couper des branches partout de façon constante et créer l'arbre qu'on a aujourd'hui. Et en imaginant que ce sécateur, donc la sélection naturelle n'existerait pas, on aurait une continuité entre un Homo sapiens et je sais pas, typiquement pour faire simple, un chimpanzé. On verrait les différents grades entre le chimpanzé et l'Homo sapiens. C'est bien sûr une expérience de pensée qui est totalement impossible, puisque si la sélection naturelle n'existerait pas, l'Homo sapiens n'aurait pas existé. Mais bref, en imaginant, on pourrait très bien avoir un gradient. Et à ce moment-là, si on avait ce gradient-là, si la sélection naturelle n'avait pas découpé ces petites branches, on n'aurait pas d'endroit où dire là, à ce niveau-là, entre Homo sapiens et le chimpanzé, là, il y a une capacité cognitive qui permet d'avoir une réflexion sur soi et d'avoir des aspirations. On ne pourrait pas trouver de limite parfaite. Et ça, c'est je pense, le point de vue que je vous donne là, c'est, je pense, quelque chose qui est plutôt partagé chez les transhumanistes. D'accord. Et du coup, il faudrait donner des droits supérieurs à des êtres qui posséderaient une conscience plus évoluée ? Alors là, quand je vous parlais de tuer, par exemple, un être humain ou un animal ou un extraterrestre, c'est des expériences de pensée. En réalité, là, c'est encore personnel, c'est pas le transhumanisme, puisque c'est plus politique. Pour que la société fonctionne bien, il faut donner des droits égaux à tous. Et donc pour vous, en fait, l'égalité des droits, c'est purement quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire que c'est pas fondé en droit, il n'y a pas de légitimité, c'est juste, c'est plus simple de faire comme ça, ou ça permet de préserver une paix sociale, et donc on fait comme ça. Oui, après, il n'y a pas de... Là, aujourd'hui, entre les différents Homo sapiens, il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a eu, j'ai oublié le nom, il y a eu des études qui disaient, par exemple, que les personnes de couleur noire devaient être moins intelligentes, par exemple, alors qu'en réalité, c'est vraiment des différences qui n'ont pas d'impact fort. Si je reprends un exemple par rapport au QI pour vous expliquer à quel point ce QI est faux, cette idée de l'intelligence corrélée au QI, il
il y a des tribus où on a testé les enfants, on s'est rendu compte qu'ils avaient un QI très 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 bas. On se sont dit, en fait, ils sont bêtes. En fait, pas du tout. C'est juste que comme ils vivent dans la nature, ils ont des capacités cognitives qui sont très différentes. Donc en réalité, c'est pas demain la veille qu'on va réussir à définir le niveau de conscience de chaque humain et permettre de faire un gradient. Ça n'arrivera jamais. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait faire. Si on pouvait le faire demain, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait faire. D'accord. Parce que c'est beaucoup trop dangereux et ça n'apporterait pas. Donc on préserve quand même la démocratie. Mais j'avais pensé à une chose. Puisque parmi les transhumanistes, il y a l'idéal ou le rêve de créer une intelligence artificielle, celle-ci posséderait, à supposer qu'on puisse, se posera la question, est-ce qu'elle possède ou non une conscience réelle? Parce que le problème, c'est qu'on peut très bien aussi concevoir un algorithme qui donne tous les effets de la conscience, mais qui n'a pas lui-même de conscience. Mais supposons qu'on lui confère effectivement, qu'on lui reconnaisse effectivement une conscience. Le problème d'une intelligence artificielle, c'est que, comme elle est artificielle, elle est facilement divisible, manipulable, copiable, clonable. C'est-à-dire qu'un être humain, là, dans l'état dans lequel je suis difficile à cloner. Il faudrait une machine qui puisse reproduire exactement toutes les molécules, exactement au même endroit, etc., à la même vitesse, etc. Ce serait compliqué. Par contre, une intelligence artificielle, c'est facile à dupliquer. Admettons qu'on soit dans une démocratie, qu'on reconnaisse un droit à tous les êtres possédant une conscience. Cette intelligence artificielle, on peut la multiplier par 1000, 2000, 3000, 1 milliard, 4 milliards, une infinité. Dans ce cas de figure, il lui suffit juste d'être le nombre d'humains plus 1, et elle gagne à toutes les élections. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on pense une politique avec la possibilité de cloner à l'infini certains types de conscience? De façon très facile en plus. Oui. Alors, effectivement, c'est un problème. Maintenant, là, vous me parlez c'est vraiment politique la question. Moi, personnellement, il y a donc chez les transhumanistes, il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par l'IA. Et donc, pour revenir actuellement, une bonne part de notre monde est contrôlée par des IA faibles, déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des IA qui ont juste... on leur a appris comment faire les choses. Il y a un réseau neuronal artificiel qui a appris et qui aujourd'hui te donne toujours la meilleure réponse à une question. Et c'est problématique parce qu'en fait, personne ne sait comment il arrive à ce résultat. On a juste de bonnes raisons de penser que c'est le meilleur. Oui, c'est juste des algorithmes un peu compliqués, mais il n'y a aucune raison de... Ouais, je veux dire, pour le moment, c'est que de la technique pure. Ouais. On n'est pas encore... Mais les IA fortes, normalement, si on réussit à les créer, devraient pouvoir effectivement déjà avoir une conscience, une capacité de comprendre le monde et de se rendre compte de son existence. Et du point de vue de beaucoup de transhumanistes, dont je fais partie, pas tous, on va dire, je ne saurais pas vous dire un pourcentage, mais c'est un risque. C'est un risque plus qu'un avantage. C'est-à-dire que, d'après beaucoup, un des plus gros risques de l'humanité, c'est de créer une intelligence artificielle forte, capable de remplacer l'humain, qui se rendrait compte qui en un claquement de doigts s'évoluerait, se rendrait compte que l'être humain n'en a pas besoin, et utiliserait toute la matière de la planète Terre pour faire autre chose, quoi. Oui, mais à partir du moment où on peut envisager... à partir du moment où on envisage la possibilité de télécharger une conscience humaine sur un support matériel informatique, on va dire ça comme ça, je vois plus quelle est la limite à l'émergence d'une intelligence artificielle forte, dans la mesure où il suffit juste après de prolonger par différents types d'algorithmes. En fait, ça permet juste un croisement plus fort entre une conscience réelle et puis les IA faibles, et ça nous donne une IA forte, en fait. J'ai l'impression que c'est... à partir du moment où on envisage la possibilité de télécharger une conscience humaine sur un support matériel, et à partir du moment où il existe des IA faibles, inévitablement émergera une IA forte. Oui, d'après la plupart des transhumanistes, dont je fais partie aussi, on estime qu'une IA forte est totalement possible déjà, puisque, de mon point de vue, je suis
une intelligence naturelle, et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être reproduit de façon artificielle. Et donc effectivement, une IA forte est totalement possible. Il faut voir la différence entre c'est possible et on a des raisons d'aller à fond dedans et de faire tout pour réussir à la créer. D'après, une part importante de transhumanistes estiment qu'il faut tout faire pour créer une IA forte qui solutionnera tous nos problèmes. C'est pas mon point de vue, c'est pas le point de vue de beaucoup d'autres transhumanistes, et c'est un des points les plus importants de friction entre les différents transhumanistes. De mon point de vue, créer une IA forte, c'est un risque, donc on doit vraiment y aller à tâtons, on doit faire attention à ce qu'on fait, voire même ralentir les avancées sur le sujet, parce que c'est un des plus forts risques pour la fin de l'humanité et de la planète Terre, peut-être aussi avec. Mais une des difficultés avec ce type de considération selon lequel il faut ralentir, il faut éviter, etc., c'est que c'est déjà vrai pour la plupart des questions bioéthiques. Il est toujours possible d'aller dans le pays voisin qui lui le permettra ou qui lui le voudra. Et d'une certaine manière, il y a une concurrence entre les États qui fait que de toute manière, même si nous on ne veut pas, le voisin le fera ou le permettra et cela se fera de toute manière. Je suis totalement d'accord. C'est déjà le problème actuel. Hein. Actuellement, si vous voulez que votre enfant soit une fille, ou même ait telle couleur de cheveux ou tels yeux, c'est possible à faire. Il faut juste l'argent, en fait. Mmh. Et c'est toute la problématique, finalement, de la mondialisation et de ces avancées-là. Le transhumanisme, les transhumanistes n'estiment pas avoir de solution toute faite à cette question. D'un point de vue personnel, j'estime qu'il faut, et c'est déjà à peu près le cas hein, au niveau de l'eugénisme, j'estime personnellement qu'il faut qu'il y ait un véritable État, une sorte que les États soient d'accord entre eux et fassent consensus sur des questions. Aujourd'hui, il y a plusieurs réunions scientifiques qui permettent de dire voilà, ça il ne faut pas faire, ça c'est bon. Et ça essaye d'être le plus possible, d'avoir un consensus qui soit mondial. Mais c'est un des gros risques de demain. Et c'est pour ça que à l'AFT, on estime que l'Europe, elle doit bosser sur ces sujets aussi, elle doit participer à ces questions de transhumanisme, parce que c'est sûr que si ça arrive aux US ou en Chine, les gens qui auront l'argent pour y aller et faire ces évolutions, s'ils le veulent, ils le feront. C'est un très haut risque. Parce que justement, il y a un philosophe américain qui s'appelle Sandel qui a travaillé aussi sur la question du transhumanisme et qui pointait les problématiques qui pourraient découler de l'eugénisme, notamment s'il est libéral, c'est-à-dire au niveau individuel, pas à l'échelle d'un État, mais à l'échelle des individus qui font leur choix. C'est que les individus vont se lancer dans une course frénétique pour avoir les meilleurs enfants, façon de parler, et donc se créer forcément une inégalité entre eux. Il y a aussi le risque d'uniformisation, c'est-à-dire qu'il y ait des modes, tout le monde veut des enfants qui aient telle caractéristique, et donc on va avoir un appauvrissement plus qu'un enrichissement de l'espèce humaine, façon de parler, avec des individus qui se ressembleront tous. Mais il y a aussi le problème de la réification de l'enfant qui devient un pur projet parental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un enfant, d'une certaine manière, on accueille ce qui arrive. On ne choisit pas vraiment l'enfant qu'on a. On choisit d'avoir un enfant, mais on ne choisit pas l'enfant qu'on aura. Alors qu'avec l'idée d'un eugénisme avancé, ou en tout cas du génie génétique qui peut permettre davantage de sélectionner certaines caractéristiques, là, cette fois-ci, d'une certaine manière, l'enfant est chosifié ou réifié, de telle sorte qu'on peut même se demander s'il n'y a pas une inégalité fondamentale qui se crée entre les parents et les enfants. Ça, c'est Habermas qui met cette idée en avant. C'est-à-dire que, finalement, l'enfant va devenir le produit du projet parental. Par exemple, les parents ont à l'idée que mon enfant doit devenir un excellent mathématicien ou mon enfant doit devenir un excellent pianiste, vont choisir les gènes et les caractéristiques qu'il faudra pour que cet enfant devienne ceci ou cela, et se pose la question de la liberté de l'enfant dans tout ça, parce que finalement son choix, son projet de vie ne sera pas libre.
Oui, c'est effectivement un risque. Déjà, aujourd'hui, l'enfant et la capacité de choix de l'enfant est très corrélée à ce que les parents ont souhaité. Mais effectivement, les parents... en fait, il faut qu'on réussisse à mettre des limites à ce que les parents puissent faire aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, ce qui est possible, c'est de faire en sorte que votre enfant, l'enfant que vous allez mettre au monde, n'est pas... j'ai oublié le nom, excusez-moi. Je l'avais il y a 2 secondes, la trisomie 21. Là, typiquement, c'est une question éthique qui se pose déjà aujourd'hui. Et on pourrait estimer que faire ce choix-là, c'est déjà quelque chose qui se rapproche du transhumanisme. Parce que les parents, dans leur projet, font le choix de ne pas avoir un enfant qui a la trisomie 21. Et on peut l'expliquer très simplement, et on peut estimer d'ailleurs que c'est juste de la réparation, entre guillemets. Mais effectivement, du point de vue de l'AFT d'ailleurs, il faut, une fois qu'on aura compris le génome, ce qui est déjà en partie le cas, il faudra que, malheureusement, ça va être l'État ou des consortiums d'États se mettent d'accord sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, éviter, comme vous disiez, que tout le monde choisisse la même chose. Il y a beaucoup de transhumanistes qui estiment que comprendre le génome et nous permettre de le modifier, c'est en partie mon avis, pourrait permettre de faire exploser la diversité des êtres humains. Typiquement, on pourrait, si je reprends l'exemple de l'humain qui vit sur la planète Mars, il aura un génome très différent de celui qui vit sur la planète Terre. Et ce sera donc pas un appauvrissement, mais un avantage. De surcroît, il y a toujours sur ce point de vue-là du génie génétique qui permet la diversité, il y a une volonté aussi des parents que leur enfant ne ressemble pas à tout le monde. C'est c'est souvent ce qu'on désire. Et puis en réalité, par exemple, quand on regarde les prénoms, il y a des modes sur les prénoms. Oui. Tout le monde aimerait que le prénom de son enfant soit un peu particulier, et pour autant, il y a un top 10 des prénoms qui doit représenter je ne sais pas quelle proportion des enfants. Il y a quand même toujours le phénomène de mode qui fait que l'être humain étant un être sociable et un être d'imitation, on a toujours des comportements qui font que finalement tout le monde fait un peu la même chose. Oui, je suis d'accord. Mais toutes ces volontés-là, d'avoir par exemple un enfant parfait, même la volonté d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est totalement lié. Je reviens un peu à ma marotte, excusez-moi, mais c'est totalement lié au gène finalement. Si moi je pense effectivement, j'estime que grâce à la société, grâce à l'éducation, on pourrait apprendre à ses futurs parents que leur volonté d'avoir l'enfant le plus parfait, de lui assurer toutes les chances de lui-même se reproduire, c'est quelque chose qui est profondément ancré en eux. C'est naturel, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est des tendances qui, de mon point de vue, peuvent être socialement pas effacées, mais adoucies, parce que ça pose de gros soucis. Parce qu'en fait, les capacités, c'est un peu comme si un enfant jouait avec un bulldozer miniature, et il s'amuse bien, et puis le lendemain, on lui donne un bulldozer grandeur nature, et il pourrait faire de grosses bêtises. Donc, c'est pour ça que moi, je suis transhumaniste, mais je n'estime pas que le génie génétique... j'estime pas que ces outils, les outils du transhumanisme, seront obligatoirement bien utilisés. Je veux faire en sorte que ce soit bien utilisé, parce que pour moi, c'est obligatoire que ces outils vont exister. Puisque la connaissance va évoluer, elle doit évoluer pour permettre à l'humanité de survivre. Et vu que ces outils vont exister, il faut que la société, les personnes qui sont dans la société, l'intègrent, et de mon point de vue, en tout cas, intègrent le fait que leur volonté profonde, par exemple, d'avoir l'enfant parfait, c'est une volonté qui est
qui est profondément liée au fait à la volonté entre gros guillemets, hein, des gènes dont ils sont porteurs. Et je pense que moi personnellement, pour que le transhumanisme se passe bien, et même que la société se passe bien, il faut que les personnes qui soient dedans aient conscience des biais qui les déterminent et de leur physiologie, de leur phénotype. Mais il y a un état régulateur aussi, surtout. Pardon ? Il y a un état régulateur aussi, je suppose, parce qu'on ne va pas laisser ça uniquement à la conscience individuelle. Je suis totalement d'accord, mais pour moi, pour que la conscience individuelle soit d'accord, pour que l'État limite... Il faut que l'État fasse de la pédagogie, alors. Pour moi, c'est important, mais de mon point de vue, ce que je vous dis là, on est loin de cette acceptation-là des personnes. Donc il va y avoir, demain, avec le transhumanisme, il va y avoir un tiraillement entre les avantages pour la société et les avantages pour l'individu. Et de mon point de vue, la seule façon pour que ça se passe bien, c'est que l'individu comprenne les biais qu'il détermine. Des biais cognitifs qui sont en partie dus à sa biologie. Mais du coup, alors, faire intervenir l'État, ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent au transhumanisme, tous les problèmes notamment dans l'idée d'inégalité qui exploserait avec des riches qui pourraient se payer une foulitude de greffes et de choses qui leur permettraient d'être encore plus intelligents, plus productifs, plus riches, des enfants qui seraient immortels, et une société qu'on pourrait imaginer. C'est le cas par exemple dans Altered Carbon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le nom de la série, où des riches sont tellement riches qu'ils ont pu se payer l'immortalité et puis transmettre à leurs enfants leur fortune, et qui avec le temps évidemment, principe de l'épargne et du capitalisme, ça s'accumule, et donc du coup sont toujours plus riches alors que le reste des humains sont pauvres et sont limités à une vie finie. Donc des inégalités fondamentales, de telle sorte que les riches deviennent des quasi-dieux, et de l'autre côté, les humains restent de pauvres humains. L'idée d'une intervention de l'État permet d'éviter ce type d'explosion d'inégalités. Il y a aussi le risque de créer une société dans laquelle on ait des gens qui soient très âgés, qui veulent atteindre l'immortalité, et se pose une question de surpopulation, se pose la question du renouvellement des générations. Si on laisse ça à la conscience individuelle, l'avantage, c'est qu'on limite tous ces problèmes-là. Donc ça donne le transhumanisme plus européen, comme vous le disiez, qui aurait moins les problèmes, qui serait moins touché par les problèmes éthiques du transhumanisme américain, façon de parler très rapidement. Oui. Mais se pose un autre problème, c'est que du coup, il va falloir encore plus d'intervention de l'État, il va falloir encore plus faire confiance à l'État. Et l'État lui-même, est-ce qu'il est complètement épargné de l'idée de créer des super soldats, de créer une intelligence artificielle qui lui permette d'encore mieux contrôler la population, de la gérer. Il y a toute une mécanique administrative qui est un peu en roue libre. Un État essaye de gérer comme il peut. Est-ce qu'on ne risque pas, à côté d'un transhumanisme américain très inégalitaire, on ne risque pas de se retrouver en Europe, enfin en tout cas dans le transhumanisme européen, est-ce que ce n'est pas un problème, de se retrouver avec un État qui, lui, légifère beaucoup plus encore, intervient beaucoup plus dans les choix, et puis aussi soit tenté peut-être par des intelligences artificielles à son service, des super soldats, etc. Oui, c'est un risque. Alors, je ne parle pas tant d'État que de société. Alors, c'est facile de dire ça, mais normalement, l'État, c'est le résultat de ce qu'a souhaité la société, on va dire. Pour faire très simple, on peut dire que l'État, c'est une institution qui gère la société. Ouais. Que l'État soit légitime ou pas, que l'État soit... Voilà. En tout cas, c'est une institution. Et puis de l'autre côté, la société, c'est l'ensemble des êtres humains qui sont sur un même territoire. Donc il faut quand même bien distinguer les deux. Il peut y avoir un décalage entre État et société. Absolument. La question, c'est alors comment la société évite à l'État de déraper dans un sens où il voudrait tout contrôler. Parce que si les moyens techniques sont là, pourquoi s'en priverait-il ? En fait, toujours de mon point de vue, c'est le risque que l'État dérape totalement et contrôle en quelque sorte la société. Et il existe, il est très présent. Déjà, on a
c'est très très facile d'imaginer un avenir transhumaniste terrible. On a plein de scénarios possibles pour que ça se passe mal, plein de films, mais des films où ça se passe bien, on n'en a pas beaucoup. Même on n'en a pas. Parce que ça, c'est un gros problème. On imagine, actuellement, on a du mal à imaginer un meilleur avenir. Et c'est la chose que une des choses pour lesquelles les transhumanistes luttent, c'est qu'il y a de gros problèmes qui vont arriver demain, de gros défis, des défis environnementaux, mais aussi des défis technologiques sur comment on va intégrer la technologie, comment on devrait l'utiliser. C'est des gros problèmes, mais d'après les transhumanistes, il faut que l'humanité se dise, ben voilà, il y a des murs à escalader. C'est pas des murs qui sont obligatoirement la fin. On peut réussir à aller au-delà et on va s'en retrouver grandi. Ça, c'est un premier point. Et au niveau du risque que l'État prenne la main, ou enfin n'importe quel risque transhumaniste, d'ailleurs, tous les risques possibles, comme je me répète un tout petit peu peut-être, mais j'estime que la seule façon pour que ça se passe bien, la seule vraie façon pour que ça se passe bien, c'est que les êtres humains, les homo sapiens de la société, acceptent que ce qu'ils veulent parfois, c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour tous. Et donc ils acceptent que leur volonté profonde est parfois mauvaise. Donc ça va être très difficile à accepter, mais il va falloir réussir à se réfréner sur ce qu'on souhaiterait, ce qu'on voudrait faire avec les outils qu'apporte le transhumanisme. Le risque est très fort pour que ça se passe mal. Le problème, c'est que l'avantage, c'est qu'il y a très peu de chances pour que ça n'arrive pas. En fait, le transhumanisme va arriver. Les sociétés, il y a énormément de sociétés à travers dans l'histoire qui ont disparu. Si je regarde dans l'histoire les sociétés qui sont effondrées, elles se sont effondrées non pas par manque, c'est un manque de connaissances ou de technologie, de compréhension du monde qui ont mené à leur perte, ou de politique aussi, c'est possible aussi, de choix politiques. Et donc le transhumanisme, une plus grande connaissance de l'être humain et de ses capacités, pour moi, va permettre de mieux sauvegarder l'humanité. Mais vous avez raison, il y a un risque très fort pour que ça dérape dans un sens ou dans un autre. La seule façon pour éviter de faire ça, pour éviter que ça se passe comme ça, c'est d'intéresser les gens au transhumanisme, de les intéresser à ce qu'ils sont en tant qu'animal, parmi d'autres animaux. Et de mon point de vue, pour que le transhumanisme puisse globalement bien se passer, parce que je suis sûr qu'il va y avoir des problèmes, il va y avoir des problèmes sociétaux, plein de problèmes différents, pour que globalement ça puisse bien se passer et que l'humanité se trouve grandie par la compréhension de la machinerie humaine qui est l'Homo sapiens, il faut qu'il y ait de la vulgarisation, il faut que les gens comprennent vraiment les tenants et aboutissants de la machinerie humaine et des capacités qu'on pourrait augmenter via le transhumanisme. C'est une réponse un peu longue, j'avoue. En fait, c'est compliqué d'épouser le transhumanisme parce que je vous donne ma position personnelle. D'un côté, je ne vois pas d'objection fondamentale. Je parle par fondamentale. Je ne crois pas qu'il faut conserver la nature parce qu'il faudrait la conserver. Je ne vois pas d'argument pour. Pourquoi pas la modifier? Je ne vois pas d'objection fondamentale. L'idée d'améliorer l'humain, de réduire ses défauts, pourquoi pas? Par contre, c'est sur les bords ou sur les conséquences. Et d'un côté, on n'a pas le choix. Il faut être transhumaniste parce que si je ne le suis pas, mon voisin va l'être. Il va améliorer ses capacités et il sera au-dessus de moi. Et donc, du coup, je vais me retrouver à un moment donné dominé. On est dans une société, il y a de la concurrence. Et d'une certaine manière, le phénomène concurrentiel fait que on est obligé un petit peu de se lancer dans la course.
D'un autre côté, c'est une course sans fin, parce que c'est toujours à celui qui est plus. Et donc, ça devient la technique est une roue libre, elle devient une fin pour elle-même. Il faut être plus, mais pourquoi c'est dur de lui donner vraiment d'autres finalités qu'elle-même. Et il y a d'un côté le risque donc de virer vers une société très inégale, de l'autre le risque d'avoir un État qui est très fort. Et j'ai l'impression que alors vous essayez de maintenir sur le fil un équilibre entre les deux, en espérant que les gens se modéreront, en espérant que les gens seront sages. Et j'ai l'impression que c'est tellement une espérance qui tient qu'à un fil, que c'est comme si on se disait c'est l'avenir, il n'y a pas le choix, mais en même temps on y va à reculons. En fait, malheureusement, on est des Homo sapiens. Donc, en tant qu'Homo sapiens, on a toutes les raisons d'essayer d'écraser son voisin, de lui faire la guerre, de prendre ses terres, en tant qu'animal. Voilà. Mais, de mon point de vue, grâce à l'éducation, on peut essayer d'aller plus loin. On peut essayer d'avoir une conscience de mieux comprendre le monde, d'avoir une meilleure conscience. Et de se dire, voilà, mon voisin, c'est un Homo sapiens comme moi, il fait peut-être pas partie de la même tribu que moi, mais j'ai pas envie de lui péter la gueule. Pardon, bref. J'ai pas envie de lui faire du mal. Que lui aussi ait la même éducation. C'est tout le problème. En fait, comme on est aujourd'hui toujours, et de mon point de vue, ça va bientôt s'arrêter, mais on reste aujourd'hui des tribus, des pays qui sont divisés. De mon point de vue, un jour, enfin, peu à peu, on va commencer à avoir, ça se voit déjà aujourd'hui, hein, on a des agrégations, on se voit, moi aujourd'hui je me vois comme Français, je me vois aussi comme Européen, je me vois aussi comme humain. J'ai espoir que dans 100 ans, dans 200 ans, les organismes du genre Homo, peut-être pas Homo sapiens, qui feront partie de la Terre, se verront avant tout comme humains, habitants de la Terre, et auront peut-être leur particularité. Ils se diront, bah oui, je suis humain, je fais partie de la société humaine, mais je suis aussi européen, et puis plus précisément français. C'est tout un dégradé, finalement, un point de vue différent. Et pour moi, c'est quelque chose de super important, qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui profond, c'est qu'on ne voit pas l'ennemi commun, qu'on devrait tous avoir, qui rallie et qui nous permet d'aller de l'avant, de se dire, bah voilà, le frère ou le voisin, voilà, il fait partie de ma tribu. Il se bat aussi contre les mêmes problèmes que moi. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on n'a plus d'ennemis. Et c'est un problème. Je vais vous dire, moi, ce que j'espère personnellement. Mm-hmm. On a parlé un tout petit peu, hein, mais j'ai espoir, en tout cas, que bientôt, dans peut-être 100 ans, on colonise la planète Mars. Voilà, que l'humanité se dise, OK, il y a des problèmes sur Terre, il faut d'un côté réussir à passer le cap du réchauffement climatique notamment, réussir à protéger tout le monde sur Terre, la biodiversité et tout, qu'il y ait cette volonté-là qui déjà fédère, et aussi une seconde volonté qui fédérerait énormément, ce serait la colonisation de Mars. Pour moi, ce serait quelque chose qui tiendrait tellement à cœur aux gens, de se dire, voilà, maintenant on va être une société multiplanétaire. Je vous dis mes espoirs, compris, oui. Mais ça fédérerait et ça permettrait justement d'arrêter de se battre entre nous. Mais je pense qu'avant le transhumanisme, c'est une part d'éducation énorme à ce que c'est un Homo sapiens, au biais cognitif qui implique que cet animal fait des fois des choix qui sont délétères pour l'humanité. Et là encore,
rien que... Je pourrais y rebondir plein de fois, donc je vais rebondir une dernière fois. Mais le fait d'apprendre les biais cognitifs et de dire, voilà, ils sont mauvais. Si je vous dis, par exemple, vous êtes toujours d'accord avec les gens de votre groupe et vous ne remettez pas en question leurs arguments, et c'est mauvais parce que ça vous rend moins rationnel face aux arguments, c'est déjà un jugement moral qui se pose, qui éthiquement peut se poser, puisque c'est naturel d'avoir ce biais cognitif-là. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, et je ne sais plus quelle était la question, bien sûr. C'est pas grave, de toute façon, on arrive bientôt à la fin, on a déjà même débordé le temps. J'aimerais mais terminer. Vous avez raison sur le fait que le transhumanisme, c'est un gros problème. Enfin, c'est un outil qui va poser des problèmes, et en même temps, c'est un outil, de mon point de vue, c'est un outil qui va permettre à l'humanité de vraiment grandir, en se limitant plus à l'homo sapiens que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais juste terminer avec une dernière question sur une note peut-être un peu romantique ou un peu existentielle, façon de parler. On a un rapport à notre corps aujourd'hui qui est notre corps. On ne peut pas l'échanger, on ne peut pas l'interchanger, on ne peut pas beaucoup le modifier, ou un peu, mais ça reste toujours notre corps. Dans le transhumanisme, s'il y a l'idéal d'un téléchargement de la conscience, on n'aura plus un corps en tant que tel, corps propre. Notre chair qui est la nôtre, qui est intime, qu'on habite en permanence. Est-ce que ça ne va pas complètement changer notre rapport à l'espace, à autrui, et même le rapport amoureux ou le rapport affectif? Dans le sens où si mon corps n'est plus mon corps, mais n'est qu'un moyen que j'utilise pour me déplacer un peu comme une voiture, ou un peu comme des vêtements que je peux changer tous les jours, si donc je n'ai plus de rapport intime à ce corps, est-ce qu'on fera toujours l'amour de la même manière? Je me souviens dans Altered Carbon, par exemple, un des personnages avait modifié ses sens pour être plus fort encore et pour ressentir ce que l'autre ressentait. Alors, je trouve ça très, très joli et très beau, mais est-ce que ça risque pas d'être le contraire? C'est-à-dire que si mon corps n'est plus qu'un moyen, qu'il n'est pas propre, qu'il n'est pas intime, qu'il est interchangeable, eh bien, la notion de rapport intime n'est plus aucun sens, puisqu'il n'y a plus de corps intime. Mon corps n'est plus qu'un moyen comme un autre, un peu comme une voiture. Et il n'y a plus ce côté intime du corps que j'habite qui est le mien. Mon corps n'est plus qu'un moyen, un objet parmi d'autres. Aujourd'hui, parmi les objets, il y a un objet qui est particulier, c'est mon corps qui est le mien, et votre corps est le vôtre. Et il y a un rapport à ce corps qui est non interchangeable, qui est complètement propre à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si on peut télécharger la conscience, parce que souvent on dit parfois que les transhumanistes ont un rapport au corps qui est négatif, quasi gnostique, c'est-à-dire qu'il y aurait une haine du corps. Alors, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais au moins, il y a la perte de cette idée d'intimité du corps ou de corps propre. C'est globalement vrai. Hein, moi, aujourd'hui, effectivement, je suis dans mon corps. J'estime que mon corps est un outil, effectivement. Pour rebondir sur ce que tu disais, si moi, par exemple, si on me proposait de me couper la main pour mettre une meilleure, plus efficace, si j'ai toutes les raisons de penser qu'elle est effectivement meilleure sur tous les points, ou en tout cas sur certains points, j'aurais pas de raison objective de dire non. S'il n'y a pas de souffrance ou quoi, ce serait un avantage. Donc, je pense que déjà, moi, aujourd'hui, en tant que transhumaniste, je vois mon corps comme un outil. On pourrait se poser la question qu'effectivement, mon cerveau, qui me permet de penser et d'être conscient, est aussi donc un outil qui permet, un socle qui permet la fonction de ma conscience, et ce que j'estime être moi. En fait, le transhumanisme, de mon point de vue en tout cas, pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que c'est... Sachant qu'en allant dans ce sens, on peut multiplier à l'infini les expériences de pensée, où ma propre conscience est dupliquée. Oui. Et se pose la question de la persévérance, de l'identité personnelle et ce genre de questions. Moi, j'ai une expérience qui, moi, personnellement, que j'adore. C'est, peut-être pour 1 minute, mais en gros, vous avez une pièce parfaitement symétrique, en symétrie centrale. Okay, et vous avez une machine à cloner
vous vous clonez instantanément de l'autre côté de cette pièce totalement symétrique, en symétrie centrale. Donc s'il y a un lit ici, il y aura un lit de l'autre côté. Et en sortant, donc là, quand les deux personnes vont sortir, la copiée et la vraie, normalement, si la pièce est vraiment parfaitement symétrique, les deux personnes vont faire exactement la même chose au même moment. Et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles sont qu'une seule et même personne. Elles vont pouvoir se serrer la main, mais il y a plein de choses qu'elles ne pourront pas faire. Elles ne pourront pas, s'il y a une table au milieu, elles ne pourront pas retourner la table. En fait, elles vont se rendre compte, elles ne pourront pas parler entre elles d'ailleurs, parce qu'elles parleront en même temps. Elles vont se rendre compte, ces deux personnes, qu'elles sont une seule et même personne. Finalement, pour moi, c'est pas spécialement l'avis de tous les transhumanistes, hein. Mais moi, j'ai pas de croyance dans le libre arbitre, et j'estime effectivement que mon corps et mon cerveau sont juste le réceptacle physique de ce qui me permet des fonctions qui me permettent de marcher ou de penser. Il n'y a pas de différence non plus entre ces différentes fonctions, ces fonctions-là. Je ne sais pas si du coup, on perd un petit peu la notion. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'exemple, parce qu'il y a quand même la distinction entre identité qualitative et identité numérique. Identité qualitative, typiquement, 2 chaises fabriquées dans une industrie peuvent être à l'identique. Pourtant, identité numérique, ce n'est pas les mêmes, parce que elles sont distinctes, elles ne sont pas dans le même lieu. Ne serait-ce que cela fait qu'il y a quand même une différence. L'espace et le temps sont souvent des éléments qui permettent de différencier numériquement 2 objets qui pourtant sont fabriqués en série. Donc les 2 consciences seraient bien identiques qualitativement, mais pas identiques d'un point de vue numérique. Mais dans tous les cas, pour revenir au sujet, le transhumanisme pose la question de l'identité personnelle et de l'intimité. Qu'est-ce que c'est un lieu qui est à moi propre, notamment mon corps. Et puis si on arrive à numériser la conscience, il y a aussi l'idée qu'on puisse complètement dire ce qu'est dans la conscience. Par exemple, j'ai des pensées secrètes qui ne sont accessibles à personne. Si la conscience peut être numérisée, elle peut être lisible par tout le monde. Donc se pose des questions de que devient l'identité, que devient le secret, que devient l'intime dans le transhumanisme. Même sans devoir la numériser. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais sûrement demain, dans la capacité de comprendre, d'analyser ce qu'il y a dans votre cerveau et de le comprendre. De, par exemple, faire remonter un souvenir, de le lire avec une puce dans le cerveau, je ne sais quoi. C'est de la matière, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le récupérer et le comprendre. En fait, quand vous me dites que ça va poser des questions énormes, en fait, on s'imagine que mes pensées secrètes, par exemple, sont bien cachées et que si je les dis jamais, elles sortiront jamais. Mais en réalité, toutes ces pensées secrètes, elles ont déjà une position, elles sont déjà stockées quelque part. Un stockage qui est c'est juste qu'aujourd'hui, en termes de moyens, on n'y accède pas. On ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais vu que c'est de la matière, il n'y a aucune raison objective pour dire qu'on ne pourra pas le faire demain. C'est juste un manque de connaissances qui nous empêche de faire ça. Et de mon point de vue, pour revenir sur l'identité, je pense que l'humanité dans 500, peut-être dans 1000 ans, ne sera peut-être même plus un agrégat d'individus. J'y pensais justement d'ailleurs, en parlant de l'expérience là, l'idée d'intimité et du coup de rapport intime qui serait complètement différent parce que ce corps n'est plus le mien, n'est plus propre, n'est plus exclusif, façon de parler. Il y a aussi de l'autre côté, on pourrait imaginer une société dans laquelle des gens portés par un romantisme infini veuillent fusionner leur conscience. À la limite, si on peut le numériser, pourquoi pas imaginer regrouper 2 bases de données, je ne sais pas, en faire qu'une seule, ce serait aussi possible, ce serait... il n'y a pas de... En fait, à partir du moment où on accepte que la conscience, c'est juste... pour simplifier sur un disque dur, il n'y a effectivement pas de raison de se dire, on va découper la conscience en différentes fonctions encore plus spécifiques, plus petites. Et dire, on va prendre 2 personnes qui ont 2 consciences différentes et on va prendre ces fonctions à l'intérieur et les mélanger. Et ça ferait encore un être humain totalement différent.
En fait, je trouve que ce qui est super intéressant philosophiquement dans le transhumanisme, c'est aussi que ça repose totalement la question de qu'est-ce que c'est être soi, effectivement. T'en parlais un peu, et c'est vertigineux. Sur ces derniers mots, est-ce qu'il y aurait des livres que vous auriez à conseiller pour approfondir les questions sur le transhumanisme? Pourquoi le transhumanisme de Alexandre Technoprog? Ça, c'est vraiment, si vous voulez avoir l'idée de l'AFT, enfin l'idée de qu'est-ce que c'est, quelles sont les idées que porte l'AFT, vraiment ce livre, c'est très très facile à lire, c'est écrit gros. c'est vraiment la base de nos idées. Je trouve que c'est très, très c'est le manifeste de l'association, c'est ça? Oui, c'est vraiment très très bien écrit, c'est simple, c'est vraiment une approche, une bonne approche de ce que c'est le transhumanisme. Après, plus largement, moi personnellement, j'ai été très impacté par les arguments de Nick Bostrom, par exemple. Donc, vous pouvez les retrouver, ces informations-là. Il a un site personnel? Oui. Il a un site personnel, du coup? Oui, oui. Pareil, au niveau philosophie, sur Internet, sur YouTube, il y a énormément de discussions sur le transhumanisme qui sont vraiment des conférences qui sont vraiment très intéressantes à retrouver, de l'AFT ou d'autres personnes. Ça se fait en anglais, il y en a beaucoup plus en anglais, comme tout, hein, d'ailleurs. Sinon, moi, plus largement, le livre qui m'a le plus impacté et qui m'a amené directement au transhumanisme, c'est Le gène égoïste de Dawkins. Là-dessus, moi, j'ai été très impacté par donc, le néo-darwinisme, et c'est encore quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai pas réussi à prouver comme faux, donc que je continue à estimer comme valide et comme pesant dans le fait que je suis transhumaniste. Après, toujours par exemple, pour comprendre l'être humain, j'avais trouvé le livre Homo sapiens de Harun Yahya. Oui, je vois. J'ai peur de mal dire son nom. Le nom est peut-être... Homo sapiens, en tout cas, c'est le titre, et qui vraiment pose les bases. On permet de comprendre pourquoi on est des êtres humains doués d'une conscience aussi évoluée. Je pense que c'est une très bonne base aussi pour ensuite se dire effectivement il n'y a pas de raison d'aller plus loin, de ne pas aller plus loin. Donc voilà, en tout cas déjà ce petit livre-là, si on veut vraiment s'intéresser au transhumanisme, c'est la base. En plus, il est vendu vraiment très très peu cher. Ça fait un bon cadeau pour Noël. Petit cadeau qui fait plaisir. D'accord, je te remercie, je vous remercie d'être venu dans... En fait, il y a un petit problème, parce on n'a pas choisi de se tutoyer ou de se mouiller. Et à un moment, j'étais pas trop sûr. Oui, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. De toute façon, si on peut fusionner les consciences. Donc du coup, j'étais très content de te recevoir. On va terminer sur la seconde personne. J'étais très content du coup de te recevoir dans l'émission. Moi, j'avoue que ce qui me tend très bien, c'est une greffe de mémoire. Si je pouvais scanner toutes les pages que je lis et avoir accès par mots-clés ensuite aux pages que j'ai lues, ce serait extraordinaire. Toi, tu disais que c'était le fait d'avoir une boussole. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui te plairait. Alors, ça, c'est le plus réaliste. Il y a déjà des gens qui vivent avec. Dans l'idéal, ce serait quoi? Dans l'idéal, ce serait vraiment d'avoir une conscience de moi plus évoluée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à notre conscience, on peut comprendre un peu notre corps, mais c'est encore très très faible. Quand on est malade, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et s'il manque du fer, par exemple, j'aimerais bien le savoir, mais pas qu'une tablette me le dise. J'aimerais que mon cerveau ait cette fonctionnalité qui me permette de savoir que je manque de fer. D'accord. Le jour où tu auras ta prochaine greffe, je te réinviterai et tu pourras me parler de ton expérience de Terminator transhumaniste amélioré. Bien sûr, il n'y a pas de souci.